qui est consacré aux inégalités et aux barrières d'accès aux soins. Donc moi, je suis Virginie Troy, je suis la directrice de la Fondation. Pour animer ce webinaire, je suis accompagnée par Vincent Léger, notre chargé de recherche, qui est également anthropologue, et Marina Battista, qui est une de nos chargées de projets scientifiques. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, 2 mots sur la Fondation. Alors, la Fondation Croix-Rouge française est une initiative qui a été créée par la Croix-Rouge française et qui est 100% dédiée à la recherche en sciences humaines et sociales dans les champs de l'action humanitaire et de l'action sociale. On travaille notamment en travaillant avec des chercheurs dans le monde entier, en attribuant des bourses et des prix de recherche, mais aussi en initiant des projets de recherche. Elle porte une volonté vraiment très inscrite de la Croix-Rouge française de promouvoir la connaissance scientifique et l'innovation sociale pour faire avancer cette action au service des plus vulnérables, en connexion bien sûr avec toutes les organisations de la solidarité qui travaillent sur le terrain au contact de différentes personnes et au contact de différentes fragilités. Alors, notre mission, c'est vraiment d'établir ce dialogue, un dialogue finalement plus direct et plus concret entre les sciences humaines et sociales et puis les acteurs humanitaires ou de l'action sociale, dans l'idée d'essayer vraiment de mieux comprendre les besoins en recherche, les préoccupations. Alors, le travail commence avec l'identification des besoins, avec les besoins en recommandation, mais aussi parce qu'on bute, parce qu'on se questionne, parce qu'on comprend que l'environnement change aussi, qu'il va falloir adapter l'action. Aussi besoin de tirer des enseignements de certaines crises, de certaines situations. Et puis, ce besoin aussi, finalement, de se mettre dans cette position de traducteur, de transformer des préoccupations de terrain ou des organisations en questions de recherche, qui deviendront des projets de recherche et des recherches qui sont menées parfois sur plusieurs mois, bien sûr, mais parfois sur plusieurs années, et qu'il va falloir ensuite remettre en circulation sous différentes formes pour que justement les résultats puissent être appropriés par les organisations. On travaille notamment en lien constant avec nos collègues, qui soient salariés ou bénévoles du mouvement international de la Croix-Rouge et de la Croix-Sans-Rouge, en proximité avec leur société nationale. D'ailleurs, de nombreux projets de recherche sont initiés par des bénévoles ou en faisant remonter des problématiques par nos collègues directement et souvent au cœur des crises. Ça a été tout le cas la dizaine de projets de recherche qu'on a initiés pendant la pandémie, où on a essayé vraiment de voir là où se situaient les questionnements profonds et très urgents. Et on a essayé vraiment de mettre en lien ces questions qui étaient là, très présentes et qui cherchaient de manière indispensable des réponses. Et puis les chercheurs qui avaient aussi envie de travailler sur ces thématiques-là. D'ailleurs, à ce propos, sachez qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, les organisations, la société civile, les organisations humanitaires tentent de travailler de plus en plus avec la science, la recherche, et aussi de contribuer à cette production de connaissances en lien avec le secteur universitaire. Juste dans le mouvement international de la Croix-Rouge et Croix-Sans-Rouge, il y a beaucoup de centres qui sont là, qui travaillent depuis des années sur des thématiques comme la résilience, la préparation aux catastrophes ou le changement climatique. Donc, vous pouvez d'ailleurs découvrir tous ces centres et tout ce que font ces organisations sur le site de la Fédération internationale. Le site, c'est ficr.org. Donc, nous, on travaille en fait à cette mise en dialogue depuis 8 ans. Donc, depuis, la Fondation a lancé environ 50 appels à candidature pour travailler avec des post-doctorants dans le monde entier. On travaille principalement sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, la santé, l'accès à la santé, les épidémies, mais on travaille aussi sur les migrations et les déplacements, sur tout ce qui tourne autour de la perception du risque et sur les catastrophes, et puis aussi sur la transition humanitaire. On a reçu ces quelques années plusieurs centaines de candidatures, donc des sciences sociales qui sont très dynamiques,
qui sont à l'écoute aussi de ces acteurs. Et on a pu soutenir plus directement 80 projets de recherche dans une vingtaine de pays. La Fondation travaille particulièrement en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et en Afrique subsaharienne, y compris bien évidemment l'océan Indien. Alors, on a la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir pu travailler avec des chercheurs d'une vingtaine de nationalités. On a vraiment à cœur à connecter ces sciences sociales dans toute leur diversité avec le champ de l'action humanitaire et de l'action sociale. C'est un secteur qui essaye de se repenser en ce moment. Donc, on est vraiment convaincus aussi que cette richesse-là et cette diversité va aider le secteur à se projeter aussi dans l'avenir face aux nombreux défis que sont les siens. On a aussi à cœur, et le panel va le refléter aussi aujourd'hui, à travailler avec plein de disciplines, puisque c'est avec une quinzaine de disciplines des sciences humaines et sociales avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'alors. On travaille, c'est vrai, peut-être un peu plus avec les sociologues, les anthropologues, les politistes, les géographes aussi. Mais c'est vrai que c'est avec toute une pléiade et on est vraiment très ouvert aux historiens. On a travaillé aussi avec des criminologues, des psychologues, pour vraiment ouvrir ce champ de réflexion. On essaye aussi vraiment, on s'est rendu compte qu'en dépit d'excellentes recherches qui d'ailleurs parfois proposaient des pistes assez concrètes de recommandations, il y avait vraiment un sujet sur la diffusion des savoirs. Donc, on essaye aussi de travailler avec vous tous, vous les chercheurs, et puis vous aussi nos collègues des organisations ou même des décideurs au sein des institutions, pour voir comment on peut faire circuler ces résultats de la recherche qui sont précieux. Souvent, ils arrivent après des temps très longs, des terrains très difficiles. Et comment on peut les rendre vraiment plus accessibles et puis être sûr qu'ils arrivent entre vos mains pour pouvoir adapter l'action au vu de ces résultats. Donc c'est pour ça que vous pourrez aussi découvrir, mais ça je vous laisse découvrir sur notre site. On va mettre dans le chat le site de la Fondation. Toutes les recherches sont traduites en anglais. Bien sûr, nous on travaille avec la recherche francophone, mais une recherche francophone qui est totalement connectée au débat scientifique international. Donc tout est traduit. Alors, aujourd'hui, sur cet instant recherche, qu'est-ce qu'on cherche à faire là, avec le moment qu'on va vivre avec vous? Donc, on va passer 1h30 ensemble. Le format du webinaire, c'est vraiment pour s'inscrire en continuité de ce qu'on fait et avoir ce débat avec vous. Alors, un débat entre vous, les chercheurs, vous, les représentations de la société civile, les acteurs institutionnels. On va essayer vraiment de contribuer, nous, à cette mise en lien des pratiques, des savoirs, aussi des principes humanitaires, et pour essayer vraiment d'ouvrir les horizons et on espère aussi les coopérations. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous parler les uns les autres. Nous, on va se présenter, mais je vais aussi vous présenter les uns les autres, puisque vous venez, là, je suis en train de regarder la liste, vous venez en fait de tous les secteurs. Vous êtes connectés de plusieurs continents. Là, on a des collègues d'Amérique du Nord, de différents pays européens, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, de l'océan Indien. Donc, vous représentez cette diversité-là dans le public. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas, on va avoir deux moments. Le moment, la discussion avec nos trois invités chercheurs et le moment aussi des questions-réponses. Alors, comme vous êtes nombreux, on ne peut pas vous ouvrir directement à la discussion, mais posez vos questions et posez vos questions dès le départ parce qu'on les note et on va les partager avec nos collègues ensuite. À écrire vos questions dans le chat de la visioconférence pour qu'on puisse les partager. Alors, pourquoi aujourd'hui un instant recherche consacré à ce thème action humanitaire et accès aux soins? Quel nouveau modèle pour une effectivité du droit à la santé? L'axe santé-épidémie est très fort. On travaille, nous, depuis plusieurs années avec les universitaires sur ces problématiques d'accès aux soins des personnes vulnérables ou exclues, à la prévention ou à la lutte contre les épidémies et maladies transmissibles,
sur les phénomènes autour des maladies émergentes, hein, notamment on avait commencé à travailler sur Ebola, puis après la pandémie est arrivée assez vite, mais on a travaillé aussi sur la réémergence de la peste, par exemple à Madagascar. On travaille aussi sur la résilience des systèmes de santé. Et finalement, là où on situe le dialogue, on le situe finalement avec un passé de l'action humanitaire au sein de laquelle l'accès aux soins a toujours été au centre. Hein, quand on y pense, sur le champ de bataille de Solferino à la fin du 19e siècle, l'idée Croix-Rouge est née sur cette question du soin aux soldats blessés et avec des principes humanitaires très forts. Mais c'est avec le soin a toujours été présent. Il a été approprié par différentes organisations. Ensuite, une gouvernance de la santé qui s'est mise en place, avec aussi des épidémies qui ont déferlé dans différents coins du monde au moment des guerres et aussi après les guerres. Donc effectivement, aussi un lien fort entre la question de la santé, du soin, vraiment au sein des guerres, et ensuite qui se prolonge lors des migrations et d'une paix qui met du temps finalement à retrouver l'équilibre. Donc aujourd'hui, on a vu avec la pandémie comment finalement les questions de santé aussi cristallisaient finalement les inégalités, pouvaient aussi reconfigurer le rôle des acteurs. Donc notre présent est très ancré dans cette question de santé, de l'accès à la santé. Et on voit bien aussi que pour se projeter dans les années à venir, le secteur de l'action humanitaire, mais aussi de l'action sociale, dont le changement climatique, dont l'approche aussi une santé pour tous, ou ce qu'on appelle l'approche One Health, on est en train de penser la santé de manière plus élargie ou différemment. Voilà, donc en tout cas pour nos secteurs, c'est une question centrale et c'est ce qu'on souhaitait aborder avec vous. Alors, pour aborder ces questions, on est très honoré de recevoir 3 invités aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous, Laurent Vidal. Donc, vous êtes docteur en anthropologie de l'Université Paris-Descartes-Sorbonne. Vous êtes aussi passé par le HESS, par l'INALCO aussi. Et ensuite, vous êtes devenu directeur de recherche à l'Institut de la recherche pour le développement, donc l'IRD. Vous travaillez, alors la santé pour vous, c'est tout un parcours de vie de recherche, hein, parce que ça fait 30 ans que vous travaillez sur les questions de santé en Afrique, que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun notamment. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, que ce soit sur le sida, la tuberculose, les systèmes de santé, l'épistémologie des sciences sociales, la recherche pour le développement et aussi l'aide internationale et l'humanitaire. Vous avez dirigé pendant 2 ans le centre IRD de sciences sociales à Abidjan avant d'occuper les fonctions de directeur du département des sciences sociales au siège de l'IRD. Et ensuite, vous avez été représentant de l'IRD au Sénégal, puis vous êtes actuellement le représentant de l'IRD au Mali, donc vous êtes connecté depuis Bamako aujourd'hui. Juste pour citer, nous, sur les étagères de nos bibliothèques, on a bien sûr l'anthropologie de l'aide humanitaire et du développement des savoirs aux pratiques et des pratiques aux savoirs. On est vraiment au centre de nos sujets. Je tenais aussi à signaler qu'en 2022, vous avez publié aussi un nouveau livre, Cybèle en ce miroir, singularité et marginalisation de l'anthropologie. Donc là, vraiment, une réflexion sur cette, selon vos termes, incontournable et contournée anthropologie. Donc, pour ceux aussi qui souhaitent rentrer dans ce débat sur la place de l'anthropologie, je vous invite aussi à lire ce livre qui nous passionne et qui nous amène sur ce débat aussi des disciplines. Merci beaucoup d'être avec nous, Laurent Vidal. On accueille avec grand plaisir Marie-Lise Razaka-Manana. Bonjour Marie-Lise. Alors vous êtes en direct d'Antananarivo aujourd'hui. Donc il fait un peu plus nuit chez vous que sur le fuseau horaire de Paris. Alors Marie-Lise, vous êtes économiste de formation, donc précisément vous êtes spécialisée en économie de la santé.
Votre thèse proposait une analyse micro- et macroéconomique des effets du paludisme et de la pneumonie à Madagascar. Vous avez par ailleurs réalisé des études pour des projets de l'Institut Pasteur de Madagascar. Vous avez aussi travaillé pour l'UNICEF et autres portant sur ce sujet assez précis de la budgétisation des dépenses en santé, mais aussi sur la vaccination, l'analyse des fonds d'équité. Vous avez également mené des recherches sur le recours aux soins à Madagascar, notamment par les femmes enceintes, et le recours aux agents communautaires. Vous vous intéressez désormais non seulement à la santé, mais aussi au capital humain en général. Et actuellement, vous êtes directrice du Centre de recherche pour le développement de l'Université catholique de Madagascar et vous êtes enseignante-chercheur à l'Université d'Antananarivo. Vous avez aussi publié, vous travaillez notamment sur tout ce qui est les déterminants du recours aux soins communautaires à Madagascar. Donc aussi, j'invite le public à regarder vos publications, dans notamment la revue internationale des études de développement. Monsieur Samba Diarra, vous êtes notre troisième invité. Alors, vous êtes aussi en direct de Bamako, je crois, de la faculté de médecine. Alors, vous avez aussi un parcours à travers plusieurs universités, puisque vous avez commencé par un master en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop, et puis après, vous êtes devenu docteur en sociologie à l'Institut universitaire pédagogique de Bamako. Vous êtes intéressé aux questions de la santé en Afrique, notamment au Mali. Vos recherches portent sur la santé de la reproduction, alors en milieu rural et aussi en milieu urbain. Vous avez collaboré sur ces questions avec plusieurs organisations, comme le NUAP, la coopération technique belge et l'Agence française de développement. En 2016, vous étiez d'ailleurs évaluateur externe d'un programme régional d'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans 4 pays du Sahel. Et puis en 2019, vous avez commencé une recherche avec la Fondation pour étudier les stratégies participatives de prévention du paludisme chez les femmes enceintes au Mali, avec cette recherche qui proposait particulièrement d'analyser les causes de la faible couverture et des inégalités à cet égard, afin d'explorer à travers un volet participatif les solutions possibles pour surmonter les obstacles observés. Donc, merci aussi, Monsieur Diarra, d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, je vais passer maintenant la parole à mon collègue Vincent Léger pour lancer le débat et n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci Virginie, merci encore à tous d'être présents dans le public et puis à nos 3 intervenants. Bien sans attendre, je vous propose de commencer cette table ronde, commençant par une première batterie de questions, si vous voulez bien, sur le constat, sur ces questions d'accès aux soins au niveau global, mais on va beaucoup parler de l'Afrique ensemble. Alors que le droit international a clairement défini un droit d'accès aux soins égal pour tous, il ressort notamment d'un récent rapport de la Banque mondiale et de l'OMS intitulé Tracking Universal Health Coverage 2017 Global Monitoring Report, que la moitié au moins de la population de la planète n'a pas accès aux services de santé essentiels. En conséquence, donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge demeure un des principaux objectifs de développement durable, et la santé, un secteur d'intervention prioritaire de nombreuses ONG, acteurs humanitaires. Alors, des progrès indéniables sont observés depuis plusieurs années, bien sûr, en termes d'espérance de vie, de mortalité infantile, de mortalité maternelle, notamment grâce au système de couverture sanitaire universelle mis en place dans certains pays en développement. L'OMS, encore une fois, estime qu'entre 2000 et 2016, l'espérance de vie mondiale à la naissance a augmenté de 5 ans et demi, passant de 66 ans et demi à 72 ans. L'espérance de vie en bonne santé à la naissance aussi, c'est-à-dire le nombre d'années en pleine santé qu'une personne peut s'attendre à vivre, est passé de 58 ans et demi en 2000 à 63,3 ans en 2016. Le taux de mortalité maternelle a aussi diminué de 37% depuis 2000 dans le monde, et même de 2/3 en Asie de l'Est, Asie du Sud et en Afrique du Nord. Enfin, bref, etc. Les indicateurs ne manquent pas pour dire que, effectivement, d'un point de vue global, la situation s'est améliorée.
Cela dit, cette amélioration, on le sait, apparaît très inégalement répartie, s'opère à un rythme trop lent, tout particulièrement dans les pays économiquement les plus démunis, et les besoins restent immenses pour apporter une réponse de long terme aux enjeux de santé. Selon l'OMS encore, les inégalités en matière d'accès aux services de santé sont à l'origine de l'écart d'espérance de vie de 18 ans entre les pays les plus pauvres et les plus riches. À titre d'exemple, dans les pays à revenus faibles où les services sont plus rares, une femme sur 41 meurt d'une cause liée à la maternité contre une sur 3300 dans les pays à revenus élevés. Un enfant sur 14 né dans un pays à revenus faibles décédera avant son 5e anniversaire. En Afrique notamment, on le sait, où les systèmes de santé demeurent particulièrement fragiles, la pauvreté endémique, les catastrophes naturelles, les conflits meurtriers, le manque ou la mauvaise utilisation des ressources humaines ont créé la pénurie d'offres de soins de qualité dans la chronicité. L'Afrique subsaharienne, par exemple, possède le taux de mortalité des moins de 5 ans le plus élevé du monde, avec un enfant sur 12 qui meurt avant son 5e anniversaire, soit plus de 12 fois plus que la moyenne de 1 sur 147 dans les pays à revenus élevés. Et aujourd'hui encore, sur ce continent, une femme sur 16 meurt en accouchant. Alors, ma première question portera justement sur ce constat pour commencer. Elle s'adresse à vous trois et à vous, Laurent, peut-être pour commencer ce premier tour de table. Partagez-vous cet état des lieux, voilà, ce constat principalement bâti sur les chiffres des grandes institutions onusiennes vous semble-t-il refléter la réalité? Sinon, pourquoi? Quelles nuances ou contradictions souhaitez-vous y apporter? Y a-t-il, par exemple, selon vous, des choses qu'on a du mal à voir, à étudier, à observer, ou qu'on omet d'observer quand on tente de dresser la situation de l'accès à la santé pour tous à l'échelle du monde, comme le font ces institutions, par exemple? Et quelle est alors votre appréciation finalement de cette situation et ses causes principales, au moins pour les zones géographiques que vous connaissez le mieux? Et bien sûr, nous parlerons principalement de l'Afrique avec vous. Voilà, je vous passe la parole, Laurent. Oui, merci Vincent. Bonjour à tout le monde. Alors, le propre des données globales, c'est de ne pas rentrer dans le détail. À ceci près que la réalité est forcément nuancée, puisque là, il s'agit d'agréger des données, j'y reviendrai. Et donc, le premier point, sans prendre trop de temps, c'est de considérer qu'on a quand même affaire à des variations régionales, voire infranationales. Il ne faut jamais perdre ça de vue derrière les chiffres globaux, premièrement. Deuxièmement, pour y arriver à ces chiffres globaux et même à ces données régionales ou nationales, encore faut-il avoir des données statistiques robustes. Et là aussi, il y a des inégalités dans les pays devant les chiffres, devant la production des chiffres. Alors les pays, je me permets de parler plutôt des pays africains, des continents africains. On a des instituts statistiques solides et puis parfois d'autres qui ont des difficultés, non pas tant dans leur fonctionnement, mais de recueillir, de collecter des données sur des territoires très vastes. Ça peut être le cas de pays à la fois vastes et en difficulté comme le Mali. Un troisième point plus conjoncturel, et qui peut biaiser la vision globale que l'on a de l'état de santé, c'est le fait que l'épidémie de Covid a pu masquer ou contrarier l'accès aux soins. On a de plus en plus d'évidence scientifique sur ce point-là, donc forcément, ça peut donner sous un jour avantageux certains accès aux soins, alors qu'en fait, c'est juste, et on a aussi observé ça en Europe, que les personnes n'ont pas suffisamment recouru aux soins par peur d'être contaminées dans les structures de santé par Covid, par indisponibilité des professionnels pour différentes raisons. Donc tout ça nuance le tableau qui nous est proposé par les organisations internationales, et ce n'est pas une critique de le reconnaître, c'est juste que c'est la réalité. Alors, autres éléments qui sont plus difficiles à documenter, et ça peut-être on y reviendra dans la troisième question sur le rôle de la recherche, c'est que s'agissant du recours aux soins, on a des explications toujours multifactorielles. Il n'y a jamais une seule explication pour raisonner, pour expliquer pourquoi effectivement l'accès est compliqué ou facilité. Premièrement, et la conséquence de ça, c'est que quand on identifie un facteur de complication de l'accès aux soins, ça peut être l'éloignement géographique, ça peut être le coût, ça peut être le mauvais accueil par les professionnels de santé, c'est difficile d'imputer à un seul facteur, hein, parce que ce seul facteur peut agir sur d'autres comportements.
on prend qu'un exemple. L'OMS a tout un discours, et c'est respectable encore une fois, sur l'éloignement géographique, c'est-à-dire qu'il faut que les structures de santé soient à moins de X kilomètres, que les personnes soient à moins de 10 kilomètres d'un centre de santé. Que devient cette proximité géographique dès lors que le patient est mal accueilli, dès lors que le patient doit payer des soins qui devraient être gratuits? Donc voilà, c'est un exemple pour montrer encore une fois qu'un facteur ne suffit pas à expliquer les difficultés d'accès ou les facilités d'accès. Ensuite, des progrès ont été faits, comme ça a été dit, mais en même temps, il ne faut jamais se priver d'essayer de comprendre qu'est-ce que des avancées importantes et nécessaires peuvent avoir comme effet secondaire, hein, pour reprendre une métaphore médicale. On prend par exemple la question de la gratuité, et c'est vrai que c'est extrêmement important la gratuité, à ceci près qu'elle peut concerner des maladies et pas d'autres. Donc une forme d'inégalité selon la maladie dont on souffre. C'est des choses qu'on en a su quand on a, y compris on a participé à ces combats-là, je veux dire pour l'accès gratuit aux traitements antirétroviraux du VIH. Évidemment, il y a tout un tas de spécialistes d'autres pathologies qui ont dit « et ma maladie, quand est-ce que son traitement sera gratuit ?» Bon. Ensuite, la gratuité, et il y a tout un tas de programmes, notamment dans le seul mais pas uniquement, sur la couverture médicale universelle. On sait bien que l'État doit, à un moment donné, reverser ce qui n'est pas payé par le patient au niveau des structures de santé. Et quand il y a un retard à ce niveau-là, il se crée une inégalité entre les structures qui récupèrent l'argent qui n'a pas été versé par le patient dans le cadre de la gratuité et celles qui l'ont. Et donc, finalement, ça peut avoir aussi des effets pervers. Je dis ça juste pour mémoire et non pas pour remettre en cause le principe. Enfin, je finirai sur des choses qui sont relativement peu documentées, même si là aussi il y a des discours internationaux là-dessus, c'est la question des ressources humaines dans le domaine de la santé. Et vous l'avez rappelé dans votre introduction, il y a quand même un point aveugle, au-delà de la quantification des ressources en matière de santé, des ressources humaines, c'est-à-dire combien on a d'infirmiers, et là il y a des taux qu'il s'agit d'atteindre. Hein. C'est un point, certes, mais ça ne suffit pas. De même que ne suffit pas les mesures des compétences des professionnels de santé. Ça c'est les choses habituellement mesurées par les agences internationales. Il y a un point qui me semble vraiment aveugle, c'est la question du rapport au travail, ou de ce qu'on peut appeler par ailleurs la conscience professionnelle, qui est quelque chose qui est rarement étudié, alors que ça peut être un facteur d'évitement ou de difficile accès aux soins. Donc voilà ce que je voulais dire à ce stade-là, pour dire, voilà, effectivement, on a des données globales, et puis après, quand on creuse un petit peu, on voit que le tableau peut être nuancé, et en même temps, ça ouvre des pistes de réflexion sur lesquelles on pourra travailler. Merci Laurent. Je ne sais pas si vous vouliez aussi évoquer au cours de ce premier point, on peut l'évoquer plus tard, la question de l'accès aux soins en contexte de crise aussi, puisque ces crises qui deviennent vraiment si récurrentes que finalement, voilà, elles imposent un contexte quasi. Oui, tout à fait. Alors, je comptais aussi en parler peut-être plus tard s'agissant du rôle des sciences sociales, mais en gros, là, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une triple peine dans les contextes d'insécurité croissante comme dans le certain nombre de pays du Sahel, notamment dans celui dans lequel je vis, le Mali. C'est-à-dire qu'il y a les difficultés structurelles, c'est-à-dire que les difficultés d'accéder aux soins, c'est ce que j'ai dit. À ça se surajoute le fait que des structures peuvent être désertées par leurs soignants ou les patients menacés sous la pression des groupes armés terroristes. Bon, donc ça crée une forme d'insécurité, donc c'est une peine supplémentaire, un fardeau supplémentaire que doivent gérer les populations. Et il y en a un troisième, dans le cadre, alors ça peut être les mêmes populations comme d'autres, dans le cadre des déplacements de population. Hein. Les populations déplacées internes, elles ont des besoins de santé, elles sont vulnérables parmi les vulnérables, et donc là aussi, il y a d'autres problématiques qui se créent. Donc les crises sécuritaires, finalement, ont un impact qui demande à être mesuré d'une façon très objective, mais qui ne fait que s'ajouter quand même à des crises structurelles. Je crois que c'est le message qu'on peut donner. Merci Laurent. Marie-Lise, je vous passe la parole sur ce point, bien sûr, de votre île de Madagascar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de ce constat, vous qui étudiez ces problématiques d'accès aux soins depuis plusieurs années maintenant, depuis votre travail doctoral, comme l'a rappelé Virginie, voilà, entre ce que vous observez à Madagascar et voilà, l'évolution des conditions d'accès aux soins de la population malgache. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce constat?
Oui, merci beaucoup Vincent et merci Virginie. Bonjour à tous et bienvenue à cet instant recherche. Bon, d'abord, nous savons tous qu'avoir accès aux soins est un droit fondamental pour la population. Or, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, plus de la moitié de la population de la planète n'a pas accès aux services de santé essentiels. Et ce problème concerne notamment les pays à faible revenu, dont Madagascar. Et effectivement, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on ne peut pas toujours se fier aux chiffres, étant donné que dans les pays à faible revenu, il y a souvent des problèmes de rapportage de données du fait des infrastructures et beaucoup d'autres problèmes. Mais en tout cas, la réalité montre qu'il y a en effet un problème d'accès aux soins au sein de ces pays. En fait, théoriquement, l'accès aux soins dépend de 5 conditions clés, à savoir il y a la disponibilité, la qualité des services, l'accessibilité financière, la relation soignant-soigné et l'acceptabilité. Ces éléments ont déjà été développés un peu tout à l'heure par Laurent également. Et d'habitude aussi, on a tendance à restreindre la notion d'accès aux soins aux seuls aspects géographiques, financiers et disponibilité des ressources. Et on omet souvent le volet relations soignants-soignés et l'acceptabilité. Pour ce qui est de Madagascar, en matière de disponibilité, par exemple, bien sûr, quand on parle de disponibilité, il y a l'accessibilité géographique, la disponibilité des ressources humaines, les horaires d'ouverture des centres de santé, etc. Et dans le cas de Madagascar, par exemple, parce que je viens de Madagascar, dans plus de la moitié des centres de santé, les médecins sont seuls au poste. Et dans ce cadre-là, les heures d'ouverture des centres sont souvent limitées et réduites. Et il y a aussi un problème de disponibilité des ressources humaines. On est encore largement inférieur aux normes préconisées par l'OMS, qui est de 1 médecin pour 10 000 habitants. Et bien sûr, pour ce qui est de l'accessibilité géographique, plus de 60% de la population habite à plus de 5 km du centre de santé le plus proche pour le cas de Madagascar. Et la plupart de la population font le trajet à pied. Et maintenant, en matière de qualité de service, le deuxième point sur l'accès aux soins. Bon, quand on parle de qualité de service, il s'agit de l'adéquation entre les services et les besoins des ménages. Et on fait souvent référence à la qualité technique, c'est-à-dire à l'existence d'équipements adéquats permettant de délivrer un traitement correct. Elle fait également référence aux compétences et connaissances des prestataires de soins. Et toujours pour ce qui est de Madagascar, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de nombreux pays à faible revenu, mais pour le cas de Madagascar plus particulièrement, plus de la moitié des centres de santé ne disposent pas de matériel et de médicaments essentiels. En fait, c'était les résultats d'une étude de l'USAID en 2018, je crois. Donc, les centres de santé ne disposent pas suffisamment de lits, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, d'eau potable. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de la qualité des services fournis. Bien sûr, pour ce qui est de l'accessibilité financière, je ne vais pas trop m'étaler trop long là-dessus parce qu'on sait que nous parlons ici des pays à faible revenu. Donc, la majorité de la population, du fait des coûts financiers et économiques engendrés par les différentes maladies, n'ont pas forcément accès aux soins, d'où la hausse du nombre de recours à l'automédication. Et d'ailleurs, les dépenses de santé sont souvent, en nous appelant cela, les dépenses de santé catastrophiques, que ça devient très supérieur à la capacité à payer des ménages par rapport à leur niveau de revenus. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souvent tendance à omettre les relations soignants-soignés. Et ici, il s'agit de la capacité des soignants à diffuser les informations sur les traitements disponibles.
Et il y a également l'acceptabilité. En fait, l'acceptabilité concerne les facteurs sociaux et culturels qui déterminent la possibilité pour les personnes d'accepter les protocoles de soins, l'organisation des soins de santé et tout. Et ici, il y a vraiment le rôle de la culture. Et à Madagascar, par exemple, cette culture-là prend une place très importante. Dans certaines régions, il est tabou de se faire injecter de quoi que ce soit, donc de se faire vacciner, de se soigner au moyen des piqûres ou par transfusion sanguine, par exemple. Donc, imaginez lors de cette période de Covid avec les vaccins, alors que il y a une partie de la population dans certaines régions, cela est tabou. Et bien sûr, il y a également le manque d'information de la population sur les différentes maladies et les traitements. Donc, certaines pensent encore que les maladies sont dues au non-respect des us et coutumes. Et du fait de cela, ils préfèrent recourir à l'automédication ou bien aux différentes pratiques ancestrales. Donc, ce sont tous des éléments à considérer quand on parle d'accès aux soins. Et je vous ai surtout développé le cas de Madagascar. Et bien sûr, face à cela, il y a, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il y a eu une amélioration au niveau des différents indicateurs. Mais cette amélioration-là s'est faite à un rythme vraiment très lent. Bon, pour résumer, je dirais que le problème d'accès aux soins, en fait, est d'ordre social, économique, juridique. C'est un problème d'ordre multidimensionnel et les différentes politiques de santé devraient considérer cela, devraient considérer tous ces aspects. Et bien sûr, il y a encore certains problèmes au niveau des politiques de santé ici, surtout en matière de l'insuffisance de budget. Parce que jusqu'ici, 7,5% du budget général de l'État sont destinés au programme de santé, bon, en moyenne, alors que la conférence d'Abuja a préconisé 15%. Et dans ce cadre-là, l'État reste encore très tributaire des acteurs humanitaires et des différents partenaires techniques et financiers. Donc, pour nous, face à ce problème, donc, le problème est surtout posé par l'insuffisance budgétaire, mais on peut résoudre cela grâce à une bonne volonté politique et bien sûr, grâce aux différentes approches participatives de la santé que je développerai plus tard. Merci Marie-Lise. Effectivement, on abordera cette question-là plus tard aussi, le rôle des acteurs humanitaires, bien sûr. Merci beaucoup. Samba, est-ce que je vous passe la parole maintenant, est-ce que vous aussi, vous partagez un petit peu ce constat d'une amélioration peut-être globale, mais en regardant dans le détail ces disparités régionales ou selon le genre aussi. J'ai vu un commentaire passer tout à l'heure dans le fil de discussion, nous amène à nuancer grandement ces progrès au niveau macro. Voilà, je vous passe la parole. Je sais que vous avez particulièrement abordé ces questions d'accès aux soins sur le cas du paludisme au Mali. Oui, effectivement. Merci. Merci, M. Vincent, et merci à tous ceux qui nous écoutent, surtout pour cette invitation. Effectivement, quand on regarde le constat, ça reflète en partie la réalité. Et surtout que dans le domaine du paludisme, où effectivement au niveau mondial, il y a des pays qui ont fait des progrès dans le domaine d'élimination du paludisme. À titre international, on peut citer par exemple le cas de la Chine, du Salvador qui viennent d'être exemptés du paludisme notifié par l'OMS. Et au niveau africain, il y a des pays comme la Gambie ou l'Afrique du Sud qui sont en pré-élimination en fait, du paludisme. Donc, on peut dire qu'il y a des progrès, il y a des médicaments qui sont effectivement disponibles, notamment dans le traitement du paludisme chez la femme enceinte, qu'on appelle communément la sulfadoxine pyrimétamine, qui est utilisée pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Mais aussi, il y a aussi
actuellement, surtout le vaccin RTS qui vient d'être quand même autorisé par l'OMS, qui va faire aussi reculer, on le souhaite évidemment, le paludisme dans beaucoup de pays. Et en plus de tout cela, il y a d'autres innovations, effectivement, qui sont en cours, notamment dans le domaine de la prévention du paludisme. À titre, je peux par exemple citer le cas de Sugar Attractive Bait, qui fait partie de l'arsenal préventif un peu contre le paludisme. C'est vrai que c'est des innovations qui sont en cours, mais déjà avec quelques essais qui se sont avérés efficaces et puis probants. Il y a des pays qui sont en train de développer, tout mon pays avec ses partenaires, notamment l'OMS, qui sont en train de travailler dans ce sens-là pour quand même encore renforcer l'arsenal thérapeutique et préventif contre le paludisme. Aussi, quand on regarde un peu le domaine de la santé et de la reproduction de façon, disons, générale, il y a des évolutions. Il y a des évolutions, c'est vrai, ça, c'est mitigé, mais quand on regarde, par exemple, dans le contexte malien, où la prévalence, disons, contraceptive moderne utilisée par les femmes en Union, quand on regarde les DZS, en fait, les enquêtes de santé et de démographie, qui sont les grandes enquêtes qui sont réalisées au Mali, quand on regarde l'avant-dernière, disons, enquête de santé, c'était environ 10% d'utilisation de ces méthodes modernes. Mais quand on regarde la récente enquête, c'est-à-dire la dernière enquête de 2018, c'est environ 16%. Donc, il y a des évolutions. Mais alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, au niveau de l'accessibilité et surtout de l'utilisation, parce que c'est des concepts effectivement qui ont leur poids, la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation. Et effectivement, il y a des soucis surtout à ces deux niveaux, l'utilisation et l'accessibilité. Donc, pour que de telles actions ou de tels résultats puissent encore refléter et atteindre un maximum, disons, de personnes qui sont concernées, il va falloir beaucoup plus mettre l'accent sur ces deux approches, notamment l'accessibilité et l'utilisation, mais surtout en éduquant beaucoup plus, en sensibilisant beaucoup plus les communautés à cela. Parce que c'est vrai que les médicaments sont disponibles, mais que ce n'est pas utilisé à bon escient, effectivement, ça peut poser problème. Et même, ça peut, en fait, l'évolution, disons, des laboratoires qui s'affairent à cela. Donc, ces deux points sont vraiment à souligner et à prendre en compte si vraiment on veut voir un impact assez élevé de ces progrès. Effectivement, en Afrique subsaharienne, la situation, notamment dans les cas du paludisme, la situation, globalement, elle demeure précaire. Surtout avec toutes ces évolutions, la charge encore du paludisme atteint des proportions inacceptables dans beaucoup d'endroits en Afrique subsaharienne. Et quand on prend par exemple, toujours dans ce domaine, l'exemple du Mali, et avec la dernière enquête, nous sommes à 28% d'utilisation de la SP, c'est-à-dire les 3 doses qui sont recommandées par l'OMS pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte et aussi chez l'enfant, en fait. 28%, moins de 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des soucis à se faire à ce niveau. Et quand on prend la mortalité en fait, infantile, et au Mali, un enfant sur 20 décède avant, disons, d'atteindre son premier anniversaire. Et au niveau de la mortalité maternelle, c'est environ 325 décès maternels sur environ 100 000 naissances vivantes. Donc, il y a effectivement des progrès, mais c'est des progrès mitigés qui demandent encore à être non seulement accessibles à la communauté, mais aussi que ça soit utilisé. Effectivement, mes prédécesseurs l'ont dit, il y a beaucoup de facteurs à ce niveau. Il y a des facteurs endogènes qui sont liés un peu au pays, au contexte, mais globalement aussi, il y a des interférences. La récente pandémie en est une explication, une illustration parfaite, qui non seulement avec son corollaire de mort, mais aussi son impact sur la reprise du rythme normal de l'économie dans beaucoup de pays, et surtout nous dans nos contextes précis où, avec l'instabilité politique combinée à cela à des groupes djihadistes terroristes qui sévissent dans le pays, donc il y a effectivement des problèmes à ce niveau, et ça
peut donner l'image de saper en fait tous ces progrès qui sont réalisés et souvent même voir qu'au niveau de l'État, que ça, rien ne se fait ou quand même ça se fait faiblement. Mais quand il y a plus de convergence de facteurs négatifs qui impactent sur l'offre qui n'est pas aussi à la hauteur des souhaits, donc ça prouve effectivement et ça maintient le niveau d'accès à ces médicaments très relativement bas et qui doit être effectivement compris ou analysé dans une approche assez globale, holistique, pour pouvoir quand même aller à un progrès qui soit visible et qui soit partagé par le maximum des communautés. Certainement, on va rentrer dans les détails, mais le cas du Mali est assez compliqué pour beaucoup de raisons, surtout quand nous regardons actuellement avec l'instabilité politique où déjà le pays, entre guillemets, sous l'embargo, et sachant que l'appui des aides budgétaires, de l'appui budgétaire, non seulement même de la partie gouvernementale, ça complique, même aussi l'intervention des humanitaires sur le terrain. Tout ça, ce sont des actions qui sont très difficilement exploitées sur le terrain et que ça impacte aussi, en tout cas, ces progrès-là, quand on les met dans un contexte micro, dans un contexte national, et le cas du Mali. Donc voilà, en quelque sorte, quelques éléments par rapport à cela pour aussi appuyer tout ce que les prédécesseurs ont dit par rapport à ces progrès et à ces difficultés. Merci Samba. Merci. Justement, j'aimerais aborder dans un deuxième temps le rôle et les actions des humanitaires. Vous l'avez dit tous les trois, hein, d'ailleurs, pour veiller à ce que tous aient accès aux soins de santé dont ils ont besoin, les solutions toutes faites, applicables en tout lieu et toutes circonstances n'existent pas. Justement parce que, Laurent, vous l'avez dit en premier, les obstacles responsables de l'inégal accès aux soins diffèrent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre. Ça peut être la distance temps, le trajet trop long, la pauvreté, l'approvisionnement insuffisant en médicaments, le manque de personnel de santé, le manque d'accès aux informations sur les maladies et les soins adaptés, les barrières culturelles, le manque d'infrastructures sanitaires opérationnelles. Enfin, le problème est donc complexe. Cela dit, ce constat questionne quand même fatalement l'action des multiples acteurs impliqués dans cette lutte pour l'accès aux soins pour tous, État, acteurs du développement, acteurs humanitaires. Et donc j'aimerais, dans ce second temps avec vous, que nous portions maintenant un regard ensemble particulier sur les acteurs humanitaires, leur rôle vis-à-vis des autres acteurs impliqués et leurs actions. Face à la continuité de ces inégalités, l'accès aux soins, les acteurs humanitaires sont toujours en recherche de solutions. Et depuis quelques années, on a vu apparaître aussi de nouvelles approches dites communautaires ou participatives. Et aujourd'hui, cette vision participative de la santé, d'ailleurs, est inscrite dans la constitution de l'OMS. Elle est devenue une approche essentielle de la planification sanitaire et sociale, même pour les politiques et les administrations de nombreux pays et pour les organisations humanitaires. La participation communautaire dans l'identification des besoins en santé, dans la mise en place de solutions, faciliterait la promotion, le maintien et le renforcement de la santé dans une population et contribuerait in fine à l'autonomisation médicale des populations dans le respect de leurs besoins et spécificités culturelles. Donc, j'aimerais vous proposer de relever ce qui, pour vous, sont les principales forces et faiblesses des programmes d'intervention des acteurs humanitaires en matière d'amélioration de l'accès aux soins pour tous aujourd'hui, notamment au regard de l'évolution récente du secteur, des nouvelles approches dont il s'est doté pour justement tenter de surmonter ces difficultés et contrecarrer la pérennité de ces inégalités d'accès aux soins. Alors bien sûr, cette question est très large. Il n'est bien évidemment pas question de faire un bilan exhaustif, mais juste de vous inviter à évoquer à votre guise soit des façons de faire ou de penser qu'il faudrait peut-être abandonner, ou soit au contraire des façons de faire ou de penser dont vous avez été témoin dans vos zones de travail, zones géographiques de recherche de prédilection. Voilà, des façons de faire ou de penser qui fonctionnent et qui mériteraient au contraire d'être essaimées. Voilà, et j'ajouterais aussi cette question, voilà, en qui, si ce n'est en les acteurs humanitaires, dans certaines situations, voilà, et dans quel type d'approche ou de dispositif vous placez-vous vos espoirs pour un meilleur accès de tous à la santé. Voilà, donc je vous passe la parole peut-être Marie-Lys sur cette question-là du rôle des acteurs humanitaires. Je précise que vous avez étudié, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ces questions justement du rôle des acteurs communautaires, des agents communautaires à Madagascar, notamment pour
sensibiliser et diffuser les bons conseils justement pour améliorer cette question d'accès aux soins. Je repasse la parole. Oui, merci. Bon, les acteurs humanitaires, bon, ils interviennent soit dans le domaine de l'urgence sociale et sanitaire, soit dans le domaine de développement, ou bien dans les deux à la fois. Donc, c'est plus nouveau pour nous. Je pense que les actions humanitaires d'urgence, ça peut être des actions liées aux gestions des crises sanitaires, comme celles liées à la propagation du Covid-19. Et pour ce qui est des actions dans le développement, bon, ils ont plus des objectifs à long terme. Donc, dans ce cadre-là, les acteurs humanitaires qui œuvrent dans le secteur du développement travaillent en collaboration avec les différentes institutions locales et les effets touchent directement les politiques de santé. Et bien sûr, dans le cadre de ces actions relatives au développement-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les différentes parties prenantes soient impliquées. Et je reviens un peu à ce que j'ai déjà annoncé lors de la première question. Il s'agit ici de favoriser l'approche participative de la santé. Et à Madagascar, l'une des bonnes pratiques, d'ailleurs, Vincent, vous l'avez déjà un peu mentionné tout à l'heure, l'une des bonnes pratiques qui favorise cela, c'est la prise en charge communautaire. Bon, d'abord, c'est mon point de vue en tant que chercheur et aussi étant donné que j'ai fait pas mal de recherches sur la prise en charge communautaire, je dirais que c'est une bonne pratique qui permet aussi de favoriser l'autonomisation médicale et aussi cette approche participative de la santé-là. Donc, je fais un peu d'aller-retour. Bon, pour ce qui est de l'autonomisation médicale, d'abord, il faut que les stratégies permettent d'accroître la maîtrise des ressources par les citoyens et de fournir à ces citoyens-là un meilleur accès à l'information. Et elle doit également promouvoir l'action de proximité en donnant à tous la possibilité de participer aux différentes prises de décision. Et c'est là, bien sûr, l'intérêt de la prise en charge communautaire. Je vous explique un peu le principe. En fait, il s'agit ici de confier les soins des cas simples de maladie à des bénévoles préalablement formés en la matière. Donc, ici, ces bénévoles-là sont appelés des agents communautaires. Et ces agents communautaires-là font partie de la communauté et ils connaissent bien les besoins des habitants ainsi que la réalité des zones où ils interviennent et bien sûr les spécificités culturelles de leur zone d'intervention. Et ces agents communautaires fournissent des soins de proximité à la population et effectuent des sensibilisations en matière d'accès aux soins. Et bien sûr, dans le cadre de la prise en charge communautaire, le rôle des acteurs communautaires, c'est essentiellement d'appuyer ces agents communautaires-là, que ce soit dans leur formation ou bien dans la dotation de ces agents communautaires-là en intrants et matériel nécessaire. Et les acteurs humanitaires également appuient dans la sensibilisation de la population. Ils travaillent en concertation avec ces agents communautaires. Dans ce cadre-là, la prise en charge communautaire est, selon moi, est un des meilleurs moyens pour favoriser l'accès aux soins et promouvoir l'autonomisation médicale. Toutefois, pour que les agents communautaires gagnent la confiance de la population et pour accroître l'efficacité de la prise en charge communautaire, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Par exemple, il faut qu'il y ait renforcement de leurs capacités via les formations. Il faut les doter des matériels nécessaires parce que quelquefois, quand il manque des matériels, ils sont démotivés et quand il manque de formation, ça risque d'aggraver le cas de la population. Genre, cela risque d'engendrer une résistance aux différents médicaments, par exemple. Et ensuite, pour ce qui concerne des problèmes, donc
des problèmes, que ce soit dans le cadre de la prise en charge communautaire ou bien des actions humanitaires en général. En fait, il y a souvent manque d'information et d'harmonisation entre les différentes actions des différents partenaires. Il y a par exemple des zones qui bénéficient de nombreuses activités. Un agent communautaire peut s'occuper à la fois du volet nutrition, de la planification familiale, de la santé infantile, etc. Alors qu'il y a des zones, je parle ici de Madagascar, il y a des zones qui sont totalement délaissées. Et dans ce cadre-là, il faut que les différents acteurs se concertent. Et aussi, parmi les problèmes, c'est que quelquefois, les institutions étatiques dans une zone donnée ignorent, ne sont pas au courant des activités qui se passent au niveau de la zone d'intervention. Donc, pour que les actions soient vraiment efficaces, il faut que cette approche participative de la santé-là soit vraiment effective. Il faut qu'il y ait coordination des actions entre les acteurs humanitaires, les acteurs locaux, la société civile, la population, les chercheurs et les différents autres organismes d'appui au programme de santé et bien sûr l'État. Bien sûr, comme je l'ai avancé tout à l'heure, il y a le problème d'insuffisance de fonds de l'État, mais l'État a son rôle à jouer, notamment dans le suivi et la supervision des différentes activités, que ce soit la prise en charge communautaire ou autres politiques de santé. Et il y a également le rôle de la population parce que par exemple, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, ici à Madagascar, il est prévu de payer 2 € par an pour pouvoir bénéficier des soins essentiels. Mais les ménages, du fait de la faiblesse de leurs revenus, n'arrivent pas à payer cette somme. D'autres ménages pensent qu'il vaut mieux ne pas penser à épargner en vue d'une éventuelle maladie parce que c'est comme si l'on se tient prêt à l'avance à être malade. Donc, en fait, cette situation-là démontre la nécessité de l'implication de tout un chacun dans les politiques de santé. Et cela montre également le rôle de la culture dans l'accès aux soins. Donc, en gros, face à tous ces problèmes-là, les actions humanitaires devraient consister aussi à lutter contre la pauvreté en favorisant le développement économique et social. Et quand on parle de développement, cela va engendrer un changement de mentalité. Merci Marie-Lise. Effectivement, on voit bien comme vous avez parlé des multiples acteurs au-delà des acteurs humanitaires, mais je retiens notamment ce que vous avez dit sur le fait que l'efficacité de l'action humanitaire dans l'amélioration de l'accès aux soins dépend notamment de la façon dont elle est menée en concertation avec les autres acteurs impliqués, justement, et en premier lieu les acteurs locaux. Et cependant, sur certains terrains d'intervention, en tout cas celui que vous connaissez bien, Madagascar, cette action concertée apparaît parfois insuffisante. Samba, je vous passe la parole en deuxième. Est-ce que vous partagez ce constat? Puis quelle est du coup votre opinion sur le rôle des humanitaires dans la lutte pour l'accès aux soins et sur les conditions de l'efficacité de leurs actions, en particulier dans le contexte africain et du Mali que vous connaissez bien? Ok, merci M. Vincent. Effectivement, je partage en partie ce que Marie-Lise a dit. Alors, concernant mon opinion, elle est globalement positive en fait sur le rôle des humanitaires. Mais si on peut faire une appréciation, je dirais que peut mieux faire en fait les humanitaires. Alors, je m'en vais pour 2 exemples pour montrer que c'est quand même important ces acteurs humanitaires. Je le disais tantôt, le Mali, en 2012, a connu une crise assez, si on peut dire comme ça, sans précédent, où pratiquement les groupes terroristes avaient envahi
une grande partie du pays. Et pendant cette période, l'État n'était pas en mesure quand même de satisfaire les services sociaux de base. Et pratiquement, c'était les organisations, c'était les humanitaires qui assuraient en fait la relève en termes de dispensation de soins et en termes peut-être d'accès à l'éducation. En tout cas, c'est eux qui assuraient en quelque partie la relève de l'État dans cette partie du pays. Et à ce titre même, d'ailleurs, ils ont développé des stratégies par délégation, si on peut dire comme ça, notamment l'opérationnalisation des entités locales autochtones qui étaient, disons, au devant des actions pour pouvoir mener cette activité au niveau communautaire. Le deuxième exemple, c'est par rapport à la disponibilité des médicaments, notamment le traitement préventif du paludisme chez la femme enceinte, où c'est le PMI, en fait, l'initiative américaine qui est quand même une organisation assez large, qui est le principal bailleur du programme national de lutte contre le paludisme. Donc, c'est un appui considérable pour l'État malien. Et quand on prend aussi l'architecture gouvernementale, nous avons actuellement un ministère délégué à l'action humanitaire. Tout ça pour dire à quel point les humanitaires comptent ou jouent un grand rôle en fait dans l'accès non seulement des services sociaux de base, mais aussi même dans la configuration ou dans l'orientation en fait des activités au niveau gouvernemental. Mais comme je le disais, ces organisations peuvent mieux faire parce que quand vous regardez, ça a été souligné par Marie-Lise, souvent on a tendance qu'il y a une sorte de cacophonie en fait. Vous trouverez que des organisations humanitaires interviennent, 3 ou 4 organisations humanitaires interviennent sur une thématique, alors que de l'autre côté ou dans d'autres parties du pays, il y a un vide qui est là, qui peut être comblé en fait par un acteur, un autre acteur par exemple. Mais vous trouverez qu'il y a ces problèmes-là. Aussi, il faut peut-être une reconfiguration de l'axe de collaboration entre les humanitaires et les services déconcentrés en fait de l'État. Alors, cela est d'autant important que quand on regarde l'action des humanitaires, ça s'inscrit dans l'État. Alors que l'État, c'est en fait, si on peut le dire comme ça, c'est éternel, entre guillemets, évidemment, mais les actions humanitaires doivent être un appui de telle sorte qu'après leur départ, que l'État et les organisations communautaires puissent continuer effectivement à utiliser pour avoir un impact durable de l'action humanitaire et aussi instaurer un changement de comportement dans la conduite de l'action publique. Donc, à ce niveau, il y a encore de la matière à revoir un peu. Aussi, au niveau on sent une certaine focalisation sur l'anticipation, la prévention et l'alerte plus que sur le suivi, en fait. Alors que c'est important à ce niveau. Peut-être, si on demande aussi aux acteurs humanitaires, peut-être qu'il y a des raisons qui expliquent cela, mais nous pensons que, vu le contexte, qu'il y a effectivement à revoir à ce niveau. Aussi, c'est vrai qu'il y a des programmes d'urgence qu'on comprend, notamment dans les cas de catastrophes naturelles ou des conflits où il y a des déplacés. Il faut des actions d'urgence rapidement pour soulager les populations. Mais au-delà, il va falloir réfléchir à ce qu'on mette l'accent sur la pérennisation en fait, des actions entamées par les organisations humanitaires. Et ça ne peut pas se faire sans en fait, une coordination entre les différents acteurs, notamment les humanitaires et l'État au niveau des pays. Aussi, il y a une faiblesse dans la mémorisation, en fait, c'est-à-dire capitalisation et vulgarisation des leçons apprises. Nous constatons que quand vous regardez certaines actions des humanitaires, vous allez voir qu'effectivement, c'est de bonnes pratiques, de très bonnes pratiques, mais il y a une faiblesse dans la mémorisation de cela, de telle sorte que les gens peuvent l'utiliser ou les communautés peuvent l'utiliser ou même d'autres partenaires aussi qui interviennent dans le milieu sanitaire peuvent l'utiliser. À ce titre, je vais juste citer un exemple, un joli projet entre l'État et l'UNICEF
qui ont mis en place un système, un outil en fait de capitalisation des données qu'on appelle Mali Kunafoni, qui est logé à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Mais pratiquement, la plupart des organisations humanitaires ne connaissent pas en fait cet outil. Donc, il y a tout ça, ça explique un peu ce manque de coordination souvent entre les acteurs humanitaires, non seulement entre les acteurs humanitaires, mais aussi entre l'État et ses acteurs humanitaires. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a une journée qu'on appelle, je pense bien, le 19 août, l'aide à l'action humanitaire. Mais est-ce qu'il n'est pas peut-être temps de repenser, peut-être de voir une journée nationale des humanitaires où, par exemple, au cours de cette journée, les centres d'intervention des humanitaires sont présentés, les résultats sont présentés, sont partagés, l'État intervient, peut-être d'autres organisations, même les universitaires aussi peuvent intervenir. Peut-être penser à des choses comme ça, de telle sorte que il y a une sorte de maillage sur l'intervention des humanitaires et pour minimiser en fait cette cacophonie souvent qu'on constate dans la pratique humanitaire. Voilà ce que je pouvais juste ajouter à ce niveau. Merci. Merci Samba. Laurent, je vous passe la parole sur cette même question. Je précise d'ailleurs que vous aviez participé à un projet au Mali sur la notion de suppléance, où justement vous avez étudié ces cas où l'État est absent. C'est souvent le type de situation où justement les acteurs humanitaires viennent compenser l'absence de l'État. Vous avez justement travaillé sur ce que font les populations pour accéder aux soins dans cette situation. Vous avez été aussi donc bien placé pour observer le rôle aussi de ces acteurs humanitaires, notamment dans ces contextes-là. Je vous passe la parole, Laurent, sur cette question. Oui, merci. Donc, avant de revenir sur ce point, peut-être, et par rapport à l'introduction que vous avez faite sur ce qu'il faudrait faire et surtout ce qu'il ne faudrait pas faire, je crois qu'il y a consensus pour éviter tout ce qui peut être perçu comme étant imposé par le haut. Et le haut, en général, c'est souvent l'Occident. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, je prendrai qu'un seul exemple qui parlera, parce que ça a un impact sur la structuration de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. C'est tout ce qui concerne les actions en direction de la planification familiale, de la contraception, etc., etc. On comprend bien l'objectif, on comprend bien ce qu'on appelle les limites de la planète, la nutrition, les problématiques démographiques. À ceci près que, et ça a été documenté par des chercheurs, notamment au Niger, par exemple, qui ont décrypté cette problématique-là, que c'est perçu comme la volonté par l'Occident d'imposer un nombre d'enfants par femme africaine, pour parler directement, pour être concret et précis. Or, ce que la recherche montre, c'est que très précisément, pour éviter ces greffes venues de l'extérieur, qui en plus dans un contexte en Afrique où il y a une défiance de plus en plus importante par rapport à tous ces modèles qualifiés d'occidentaux, ce qui peut parfaitement se comprendre sur le principe, il faut partir de données très précises. On sait que un des moteurs de la réduction de la fécondité pour les femmes à travers le monde, je ne parle pas des femmes africaines, ce n'est pas les campagnes de prévention, ce n'est pas les campagnes de planning familial, c'est l'augmentation du niveau de vie. C'est la croissance économique. Il y a un lien direct entre la croissance économique et la réduction du nombre d'enfants. Assez naturellement, à travers l'histoire de la planète, je dirais, les femmes sont amenées à faire moins d'enfants dès lors que leurs moyens augmentent, leurs moyens financiers. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour montrer que dans un contexte où il y a ces procès en transmission, en imposition de valeurs, il faut être extrêmement prudent. Après, moi, je voudrais revenir sur trois caractéristiques que précisément les contextes de crise permettent de repenser en matière d'aide humanitaire et d'aide au développement, mais en matière humanitaire en particulier. D'abord, il y a la question il faut éviter de dupliquer, d'être dans la redondance de ce qu'on a déjà fait. Premièrement. Deuxièmement, il faut se préoccuper de la pérennisation des actions. Et troisièmement, il faut penser par le bas. Et justement, pas être dans l'imposition venant d'en haut. Alors, je pense que ce sont des principes louables qui peuvent avoir des difficultés dans leur déclinaison. Et mon message, c'est que peut-être de façon un peu contre-intuitive et en tout cas de façon un peu paradoxale, les situations de crise permettent de repenser ces objectifs de l'aide humanitaire, de les renouveler, voire même de les améliorer. Quand on parle d'éviter les redondances, alors ça c'est un peu un grand classique des aides humanitaires et de développement, c'est que chacun dans son silo fait des choses extrêmement semblables.
Sauf que quand vous êtes dans un pays en crise comme le Mali, par la force des choses, les humanitaires et les agences de développement discutent. Voilà, dans le cadre de réunions de PTF. Voilà. Et donc, ils sont contraints, parce que la situation l'impose, de se mettre autour de la table et pas de rester entre humanitaires et entre acteurs de développement d'un côté. Quand il y a une épidémie de rougeole, quand il y a un problème de malnutrition, qui sont à la fois des choses que l'on rencontre régulièrement, sauf que comme c'est dans un contexte en crise qui est sous perfusion humanitaire, d'une certaine façon, ils sont obligés de parler. Voilà. La deuxième chose, la pérennisation. Alors là, c'est un objectif de faire en sorte qu'une action puisse continuer et ne s'achève pas quand le financement s'achève. Ben, là aussi, je pense que les contextes de crise, ça permet d'aller de l'avant, de repenser cette question de la pérennisation. Et ça me permet de faire le lien, je vais l'associer au troisième point, qui est cette question de la participation des populations, des communautés, ça a été dit par Maëlys, et notamment, donc, il vaut mieux agir par le bas qu'imposer par le haut. Là-dessus, tout le monde peut être d'accord. Simplement, si on veut que les actions basées sur les besoins des dites communautés, ça j'y reviendrai peut-être par rapport au rôle de la recherche, encore faut-il que le haut suive. Enfin, je veux dire, une action menée par le bas a toutes les chances de ne pas être pérennisé si précisément il n'y a pas des relais à un moment donné institutionnels. Ça me semble important à rappeler. Et ensuite, pour rentrer, et sans être trop long, justement dans ce que les questions de crise permettent de repenser, c'est justement le recours aux soins alternatifs. Parce que les populations sont confrontées, sont des territoires désertés par la puissance publique, pas uniquement dans le domaine de la santé, on pourrait dire la même chose pour la justice, l'éducation, etc. Évidemment, s'agissant surtout de la santé et donc des urgences, les populations cherchent des solutions alternatives. Et donc, ce n'est pas qu'elles redécouvrent la médecine traditionnelle, ce n'est pas qu'elles redécouvrent l'automédication, puisque c'est de ça dont on parle, mais c'est simplement qu'elles réactivent ces leviers-là pour accéder aux soins. Donc, ce n'est pas des choses totalement nouvelles. Rappelez-vous, et il y a eu une question, je crois, dans le chat là-dessus, l'inclusion des matrones ou des accoucheuses traditionnelles dans les systèmes de santé à la demande de l'OMS. Donc, c'est des choses qui ont déjà été testées, c'est des choses importantes à penser, tout en étant prudent, en faisant en sorte que ces processus d'intégration ne se fassent pas au détriment de la dispensation de soins conventionnels. Une expérience que l'on a bien documentée, alors là c'était plutôt dans des pays comme le Sénégal, c'est que quand les matrones ou les accoucheuses traditionnelles sont formées par exemple à l'utilisation du partogramme et qu'on les amène dans les structures de santé dites modernes, la réaction des sages-femmes, et je n'ai absolument rien contre les sages-femmes, c'est de se dire c'est super, on a quelqu'un qui va faire les accouchements à notre place et donc elle ne collabore pas forcément. Donc là aussi, vous voyez, c'est pour faire attention aux idées reçues. Oui, c'est bien de mettre ensemble des compétences dites traditionnelles ou dites modernes, mais il faut que ça soit gagnant-gagnant d'une certaine façon et que ça ne soit pas au détriment de la qualité des soins, puisque l'objectif, c'est quand même d'accoucher de façon sécurisée les femmes. Donc voilà, je crois que les contextes de crise, et ça vaut aussi pour la recherche, ça nous oblige à repenser, peut-être à sortir du cadre, et alors, d'un point de vue un peu plus structurel, à réfléchir à ce fameux nexus, double ou triple nexus, ça dépend si on y met la paix ou pas, enfin en tout cas développement et humanitaire, en disant que il faut aussi réfléchir au cadre, mais ça c'est une discussion qui dépasse pas nos capacités, mais enfin en tout cas oui, d'une certaine façon nos compétences, parce qu'il faudrait voir ce qu'en pensent les collègues des agences internationales. Mais il faut clairement qu'il y ait des structures de collaboration beaucoup plus proches, beaucoup plus intégrées. Et puis surtout que, je finirai par un petit exemple là-dessus, que culturellement, les acteurs des agences de développement acceptent de sortir de leur silo. Ce n'est pas évident parce qu'ils ou elles sont embauchés pour faire de l'UNFPA, par exemple, pour faire de l'OMS, entre guillemets, elles sont financées pour ça, etc. Je prendrai un seul exemple pour finir, c'est en 2019, au Mali,
je ne citerai pas de nom, mais ceux qui connaissent comprendront, il y a eu un débat sur l'inclusion dans des manuels scolaires de quelque chose qui relèverait de la santé de la reproduction, voire la santé sexuelle. Donc, il y a eu une levée de boucliers de religieux, notamment d'un leader religieux important. Et je me rappelle d'une discussion au bureau du FNUAP, du UNFPA à Bamako, enfin, dans le cadre justement de ces rencontres humanitaires de développement. La directrice régionale était atterrée en disant « je ne comprends pas, c'est pour le bien des populations, c'est pas de l'éducation à la sexualité, c'est pas de la perversion des jeunes, c'est juste de l'information comme il en existe dans beaucoup de manuels scolaires. » Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit « mais vous êtes dans votre rôle de dire ça, de plaider la cause de l'UNFPA sur ces questions-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut élargir la focale et comprendre que c'est un sujet politico-religieux. Et qu'il y avait une instrumentalisation de cette question dans le cadre de jeux politiques avec les anciens gouvernants au Mali entre les religieux et les politiques. Voilà, donc cette prise de hauteur par rapport à des sujets de silo est compliquée parce qu'il y a des cadres, mais c'est vraiment indispensable pour, encore une fois, pour aller vers des situations, vers des améliorations de situations de façon très concrète. Merci Laurent. Le temps tourne, on a pris un petit peu de retard au début, donc on n'est pas si en retard que ça pour la table ronde, mais j'aimerais qu'on aborde quand même notre dernier point, mais en vous demandant vraiment de faire très court s'il vous plaît. J'aimerais qu'on aborde avec vous l'intérêt de l'approche des sciences sociales et le rôle des chercheurs sur ce sujet. Depuis le début de notre échange, on sent bien tout l'intérêt du regard des sciences sociales sur les problématiques sanitaires, notamment pour les multiples acteurs engagés, quels qu'ils soient, humanitaires, politiques, etc., sans forcément apporter de recommandations pratiques. Les scientifiques que vous êtes permettent de replacer les choses dans le temps long, de recontextualiser questions et pratiques, de prendre du recul, de rappeler d'où viennent les concepts qu'on utilise tous désormais, comme résilience, par exemple, les manières de faire et de penser qui peuvent nous paraître évidentes aujourd'hui, qui pourtant ont une histoire. Donc, c'est un travail vraiment important, car souvent, les acteurs engagés sur le terrain, je pense notamment aux humanitaires, n'ont pas toujours le temps de prendre ce recul, de s'arrêter, réfléchir sur la façon dont les choses sont posées, dont les termes guident leur action. Alors, au-delà de la démarche scientifique en général, j'aimerais bien aborder avec vous, pour conclure, ce que les sciences humaines et sociales apportent comme clé de compréhension à ces enjeux et que vous jugez important de communiquer aux non-scientifiques, comme les acteurs humanitaires, par exemple. Donc, voilà, si vous deviez retenir que 2 ou 3 enseignements percutants qui montrent pour vous l'importance de cette approche, quels seraient-ils? Quels sont, selon vous, les principaux mérites et les principaux acquis que nous devons à l'approche des questions d'accès aux soins par les sciences humaines et sociales? Bien sûr, c'est encore une fois une question assez large, mais voilà, si on pouvait faire un tour de table assez rapide, et voilà, si vous pouvez retenir pour vous un enseignement ou 2 maximum qui mériterait, selon vous, d'être peut-être mieux connu, mieux diffusé. C'est aussi une des missions de la Fondation de travailler à la diffusion des connaissances scientifiques. Voilà, quel serait-il? Samba, je commence par vous pour terminer ce tour de table. Merci, M. Vincent, pour cette question. Bon, effectivement, à ce niveau, il y a beaucoup à dire, mais je vais les camper dans 2 contextes. Effectivement, quand on regarde toutes les panoplies de connaissances véhiculées par les sciences sociales, notamment à travers les conférences, la revue de la littérature, on voit que les sciences sociales et humaines font beaucoup dans ces domaines. Mais quand nous venons dans la pratique, des exemples qu'on peut exhumer et dans la pratique quotidienne, les méthodes utilisées beaucoup plus sur le terrain, je pense que les sciences sociales ont cette capacité d'exhumer en fait les ressorts communautaires pour les humanitaires, mais aussi pour d'autres acteurs qui interviennent dans le milieu communautaire, que ce soit en lien avec la santé ou d'autres services. Et à ce titre, par exemple, je peux juste citer cette technique qui peut être utilisée notamment dans des essais, des débats sur des essais cliniques, par exemple. La brise-glace, en fait, c'est un cadre d'échange, d'information, de sensibilisation avec les acteurs communautaires où il n'y a pas de question taboue, en fait, où la confiance est instaurée non seulement entre les universitaires et les communautés, mais aussi entre les acteurs humanitaires et les communautés. Donc, ce cadre d'échange permet
aussi d'amener les humanitaires ou même d'amener les chercheurs à revoir en fait leur façon peut-être d'analyser ou de faire des hypothèses par rapport à certaines réalités ou à certains problèmes. M. Laurent Vidal l'a dit, quand souvent vous venez d'en haut avec certaines méthodes, ça va peut-être avoir du mal à être appliqué. Mais quand ça vient d'en bas et que c'est discuté à l'interne et qu'il y a un consensus, généralement, ces genres de méthodes, ça passe et les communautés adhèrent et ça fait proliférer en fait les choses. Encore, par exemple, il y a ce système de faire que les humanitaires ont beaucoup utilisé dans les cadres des conflits, l'offre de soins dans les zones de conflit, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie qui peut être utilisée et que les sciences sociales peuvent véhiculer. En plus de ça, il y a des stratégies, par exemple, de porte en porte, qui peuvent être ramifiées à des VAD qu'on appelle les visites à domicile, qui sont menées, par exemple, par les relais communautaires, qui sont des autochtones, qui connaissent la communauté, qui connaissent les subtilités de la langue et qui peuvent peut-être faire des communications interpersonnelles qui ont du poids et qui peut-être peuvent faciliter le changement de comportement au niveau des communautés. Donc, voici, en grosso modo, quelques actions qui peuvent être menées au niveau communautaire et qui peuvent être utilisées par les humanitaires pour maximiser en fait leur intervention, et aussi les universitaires aussi peuvent l'utiliser. Et pourquoi pas l'État à un moment donné d'utiliser ces choses. Donc, voilà quelques exemples que je voulais juste dire. Bien vrai qu'il y en a d'autres, mais bon, le temps, je crois. Merci beaucoup. Merci Samba. Laurent, je vous passe la parole à votre tour. J'ajouterais que voilà, parmi peut-être les acquis que l'on doit aux sciences humaines et sociales, voilà, on sait que c'est désormais acquis par tout le monde, y compris les acteurs humanitaires, comme par les autres acteurs engagés pour un meilleur accès aux soins de tous. On sait que les obstacles au recours aux soins ne se réduisent pas à leur simple dimension matérielle, ceux-ci sont multidimensionnels. Il y a les barrières spatiales, bien sûr, les sociales, les situations de rue, d'exclusion, il y a les barrières culturelles, religieuses, etc. Donc on doit aussi aux sciences sociales une meilleure compréhension de cet aspect multidimensionnel des barrières d'accès aux soins. Cela dit, quand bien même ces obstacles sont bien documentés, expliqués par les scientifiques, il n'est pas toujours aisé de les intégrer au programme humanitaire, par exemple, mené afin d'en orienter la méthodologie vers des actions adaptées au contexte spécifique des interventions. Donc, c'est pourquoi je doublerai ma question par, au-delà de l'enjeu de la diffusion des connaissances scientifiques, se pose aussi la question de la collaboration entre scientifiques et opérationnels également. Oui, tout à fait. Alors là-dessus, peut-être une note en partie positive, c'est d'abord de dire que rien n'est impossible, hein, que ce dialogue existe, d'abord entre les sciences sociales et les autres sciences médicales, mais surtout pour rebondir sur ce que vous dites, entre les sciences sociales et le monde de la décision ou de l'action, pour être très général. Bon, mais ça ne s'est pas fait naturellement, et ça ne se fait pas naturellement. Il faut que les sciences sociales adaptent leurs méthodes. Quand, par exemple, il faut développer des enquêtes rapides, parce que c'est la commande qui nous est adressée, adaptent leur format, arrêtent avec le jargon, fassent des policy briefs, bref, soignent leur communication, et tout ça, ça peut s'appeler le transfert de connaissances. Il y a des spécialistes de ça, et donc on progresse. Donc rien n'est impossible. Pour autant, la partie n'est pas gagnée, et l'enjeu se situe, dès lors que les sciences sociales font cet effort-là, que de l'autre côté, entre guillemets, il y ait une appropriation par ceux qui sont dans la gouvernance de la santé des résultats de la recherche, pour pouvoir infléchir les choses. Et là, effectivement, on doit composer avec des agendas, avec des prérogatives, qu'on fait ce que je disais tout à l'heure sur les silos, avec aussi des bureaucraties médicales, mais pas que, je parle dans les ministères, des hiérarchies, des prérogatives, des positions de pouvoir. Donc, ce n'est pas impossible, simplement, il faut faire un effort de présentation de nos résultats, je l'ai déjà dit, et puis trouver la bonne personne. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, le bon levier, ce n'est pas forcément le ministre de la Santé. Ça peut être un de ses conseillers techniques qui a une sensibilité à la recherche. Je ne dis pas que les ministres de la Santé n'en ont pas, mais simplement, ils n'ont pas le temps. Hein, et qui peut entendre et faire passer les messages de la recherche. Bon. Ensuite, il y a des points d'amélioration, mais ça, c'est au-delà de ce dialogue, je dirais, même si ça peut avoir un impact, c'est dès lors qu'on accepte de mener des études pour les agences humanitaires ou les agences de développement, il y a un point d'achoppement, c'est qu'on souhaite souvent, en tant que chercheur en sciences sociales, alors on nous reproche de déconstruire les concepts, mais enfin en tout cas de remettre en cause les notions. C'est-à-dire que moi je pense que ça vaut le coup, si vous me passez l'expression, de perdre un peu de temps sur les notions pour en gagner au bout du compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par société civile? Tout le monde le met, personne ne le définit. Qu'est-ce qu'on entend par participation? Et encore une fois, ça recouvre des
des pratiques respectables et nobles. La question n'est pas là. La question, on entend par participation. Hein. S'il s'agit de réunir des responsables d'un village ou d'un quartier, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont transmettre ce qui a été dit à leurs administrés et leur population? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont représentatifs? Comment ils sont arrivés à être chefs de quartier, par exemple? Tout ça. Bon. Donc après, on va se targuer de faire de la participation, alors qu'en fait, dans les faits, ça ne va pas être efficace. Qu'est-ce que la communauté aussi, hein? C'est un mot du développement qui est extrêmement répandu. Hein? Le communautaire, la communauté. Bon, et à ceci près qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un concept sociologique. Donc, je pense qu'en tant que chercheur, on a un autre mot à dire sur cette affaire-là. Et que là aussi, il ne s'agit pas derrière une notion de gommer les spécificités. Hein? Une communauté peut être linguistique, peut être religieuse, elle peut être sur des bases de pratiques culturelles. Voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on accepte, et ça fait partie du dialogue, et qui encore une fois se fait, c'est possible, de repenser ces notions pour être sûr de bien parler de la même chose entre chercheurs et acteurs du développement et l'humanitaire. Et un dernier point, je finirai là-dessus. On est aussi attendu, et je crois qu'il faut que les chercheurs en social jouent le jeu sur des recommandations opérationnelles. Hein. Alors, c'est presque un gros mot dans nos disciplines, recommandations opérationnelles. On préfère parler de conclusions, sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester dans notre précaré, il faut accepter de jouer le jeu. On nous attend. Et donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, ça a toujours été de dire les recommandations les plus modestes ont le plus de chances d'être appropriées par les décideurs dont je parlais tout à l'heure, par les acteurs du développement. Hein. Je prendrai un seul exemple et je finis là-dessus. Quand vous menez des enquêtes sur les relations entre les soignants soignés ou sur le vécu au travail des professionnels de santé dans des hôpitaux en Afrique, il y a une forme de faible estime de soi qui peut apparaître, etc. Et ce que vous disent les soignants, c'est de dire, ben, en gros, j'ai fait des études très longues et mon salaire est insuffisant. Hein. Il faut, à partir de là, absolument éviter le piège qui consiste à proposer comme recommandation l'augmentation des salaires des médecins. Hein, parce que ce n'est pas le ministre de la Santé, peut-être le ministre des Finances, ou peut-être le FMI ou la Banque mondiale qui pourront le décider. Donc c'est peine perdue. Par contre, et ça, c'est des choses qui ont été testées, y compris par la Banque mondiale, il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de la prime à la performance. Voyez. Donc, encore une fois, les recommandations les plus ciblées, les plus micro, elles sont peut-être pas les plus impressionnantes, mais c'est souvent celles qui permettent de faire avancer les choses. Et donc, moi, j'appelle les chercheurs en sciences sociales de faire cet effort-là de concret, d'être très près du terrain. J'entends plus. J'ai cru, pardon, j'ai mon doigt à rip et j'ai cru que j'avais bloqué mon micro, mais non. Merci Laurent, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à lire le numéro 13 de nos articles scientifiques, justement, un article d'Alvar Jones Sanchez intitulé « Les comités de paix pour la résolution de conflits en Casamance, de l'illusion populaire au déni politique », justement pour une analyse critique justement de cette notion de participation. Marie-Lise, pour conclure cette table ronde, je vous passe la parole et nous dire si aussi à Madagascar, l'ampleur des conséquences des inégalités d'accès aux soins conduit à ce double décloisonnement si souvent espéré entre disciplines scientifiques déjà, peut-être sciences dures et sciences sociales, comme on a l'habitude de dire, et puis surtout, j'ai envie de dire, entre chercheurs et société civile, d'autre part, pour encourager des réformes. Voilà, je vous passe la parole pour conclure. Oui, bon, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le problème d'accès aux soins est un problème multidimensionnel. Donc, du fait de cela, chercheurs et acteurs humanitaires doivent travailler ensemble. Du côté des chercheurs, ils connaissent au mieux les théories sur lesquelles fonder les différentes actions et les théories permettent également d'identifier les différents problèmes ainsi que les origines de chaque problème. Par ailleurs, il appartient également aux chercheurs d'analyser l'efficacité et les effets de chaque action. Par exemple, avant la réalisation des activités, c'est la recherche qui peut aider à identifier les actions à prioriser et la pertinence du choix des activités à réaliser. Et durant les activités, la recherche permet d'identifier les meilleurs moyens pour allouer de manière optimale les ressources.
Donc, les chercheurs participent dans l'évaluation des différentes actions et l'évaluation des politiques à partir des différentes méthodes scientifiques rigoureuses. Et le but de tout cela, bien sûr, c'est de favoriser la pérennité et la durabilité des différents projets. Et je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure Laurent, comme quoi nous avons également pour rôle de fournir des recommandations, mais pas n'importe quelle recommandation. Il faut que ce soit des recommandations bien réfléchies qui permettent d'identifier les actions à prioriser. Et quelquefois, cette identification des priorités-là se fait aussi en concertation avec la société civile, les différents acteurs et les différents acteurs locaux et bien évidemment les acteurs humanitaires. Parce que, en ce qui concerne les acteurs humanitaires, ils ont vraiment les expertises en ce qui concerne la coordination, la gestion et le suivi des projets. Et ils disposent de certaines capacités d'action dont les chercheurs n'en ont pas forcément. Mais sinon, actuellement, il y a aussi le développement de ce que l'on appelle le développement de la recherche-action. Donc, il faut aussi promouvoir cette recherche-action-là. Bon, à titre de rappel, dans le cadre de la recherche-action, il s'agit en même temps d'identifier les besoins, les obstacles, avant de choisir quelle stratégie permet d'atteindre les objectifs liés aux différents changements souhaités. Donc, il faut promouvoir cela. C'est dans le cadre de la recherche-action. Théoriciens, hommes ou femmes de terrain peuvent participer dans la recherche. Mais malheureusement, dans la plupart des pays à faible revenu, comme Madagascar, la recherche et aussi la recherche-action ne sont pas encore assez développées. Mais heureusement, face aux différents problèmes d'accès aux soins qui soulèvent du domaine multidimensionnel, je le répète encore, et face aussi au désir de favoriser la couverture sanitaire universelle, actuellement, des efforts sont fournis pour intégrer petit à petit la recherche dans les différentes actions et dans les différentes prises de décision relatives aux actions humanitaires. Donc, merci Vincent. Merci beaucoup Marie-Lise et puis merci beaucoup Samba, merci Laurent. C'était la fin de cette table ronde. Je passe tout de suite la parole à Virginie et Marina pour les questions. On a un petit peu débordé. Voilà, je vous laisse la parole pour nous faire part des commentaires et questions laissés par les auditeurs dans le chat du Zoom. Oui, bah déjà, je tenais à remercier. Attends, non, mais c'est bon, on entend. À remercier toutes les personnes qui sont connectées parce qu'on a vraiment beaucoup de pays, beaucoup de commentaires du Cameroun, du Burkina, du Maroc, de Tunisie, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et puis plein d'autres pays. Je pense qu'il y a effectivement des sujets en vous entendant qui apparaissent comme la question de groupes qui sont peut-être vraiment exclus. Il y a eu des questions sur les déserts de santé et l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, sur aussi cette question des agents communautaires et de trouver finalement des modèles. Et ça, je pense que c'est vraiment une question aussi qu'on peut voir, nous, dans nos organisations, entre le bénévolat, le volontariat et le modèle salarié, finalement, comment on peut naviguer entre ces modèles et surtout mobiliser ces agents communautaires. Et c'est vrai que là, on a sur les questions aussi qui couvrent sur la société civile, et ce sera peut-être pas, c'est un sujet trop large, mais c'est peut-être une piste pour un autre instant recherche, sur la question des ONG humanitaires qui sont plus locales et qui, du coup, qui font le lien entre le long terme et le temps de crise, entre justement humanitaire, développement et action sociale. Donc peut-être voir ça. D'ailleurs, on a parmi nos publics, je pense qu'il est intéressant, des personnes qui interviennent, qui sont autant universitaires que bénévoles ou qui travaillent dans des ONG. Donc, je pense que là, vous êtes aussi des relais importants pour faire le lien, pour apprendre. Nous, on voit ça aussi à la Fondation sur des collègues qui sont autant bénévoles Croix-Rouge qu'universitaires et qui nous aident. Justement, Laurent, tu parlais du transfert de connaissances et comment on va plus directement, comment on se parle plus directement. Et ça, il y a des rôles intéressants. Voilà, donc effectivement, on ne pourra pas tout répondre. Je vais peut-être passer
la parole à Marina, mais voilà, je pense que c'est surtout lancer des pistes à travers toutes vos questions, bien sûr des questions sur le genre aussi, sur cette relation entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, qui sont qui demandent aussi des heures de discussion. Je pense ce que je vois à travers tous vos commentaires, c'est la richesse de questions très précises. On voit que vous travaillez chacun aussi sur des sujets différents, que vous avez des sujets différents et qu'effectivement, cette question, il y a déjà beaucoup d'expériences à partager, qu'il faut absolument qu'on continue ce dialogue parce que vous êtes tous à intervenir avec des questions, des commentaires extrêmement pertinents. Voilà. Marina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les questions qui ont été posées? Je te laisse la parole. Oui, si vous voulez, je peux lire les questions un peu plus générales. D'abord, je tiens à remercier tous les participants. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. C'était passionnant. Alors, malheureusement, je ne sais pas si nous aurons le temps de répondre à tous. Donc, la première question, ça serait la question de Fanja. Est-ce que le niveau d'études suivi par une personne a des impacts forts sur l'accès aux soins? La deuxième question, ce serait l'humanisation des soins est l'un des facteurs influençant l'accès aux soins. Comment accompagner les médecins vers l'amélioration de la qualité de l'accueil des patients? Et après, à votre avis, comment les agents communautaires sont-ils fédéralisés pour assurer une certaine pérennisation dans leur mission? Est-ce que leurs interventions rentrent dans les cadres du volontariat ou bien ce sont des salariés? Je pense malheureusement, on n'aura pas le temps, parce que par contre, bientôt, on a déjà dépassé de 10 minutes parce qu'on a eu beaucoup de questions. Je pense que vous les voyez, Laurent, Marie-Lise et puis Samba dans les chats aussi. Alors, parce que les reprendre une par une, on n'a pas le temps. Est-ce que finalement, ce panorama et ces quelques questions que vient nous relever Marina, on fait peut-être un dernier tour de table, parce que là, comme on a déjà dépassé, Marina, je te laisse peut-être conclure sur toutes les questions en général que tu as pu voir, mais je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, c'est ça, c'est tout. Après, il avait des questions directes à Marie-Lise et à Laurent Vidal. Mais je ne sais pas si on continue avec les questions générales d'abord, peut-être. Ouais, moi, je crois qu'on va… Vincent, je te laisse… Je laisse nos panélistes peut-être faire un tour de table sur ces peut-être questions ou ces pistes lancées finalement par nos invités. Oui. Laurent, par exemple, tout à l'heure, vous aviez relevé un point intéressant sur les violences basées sur le genre, notamment. Vous avez relevé dans les commentaires. Je ne sais pas si en voyant défiler les questions, c'est vrai qu'elles sont très nombreuses. Encore désolé mais merci à tous pour vos commentaires. Il y a même des merci Laurent. Merci à tous aussi. Mais merci à la Fondation, c'est très gentil. Je ne sais pas si Marie-Lise, Samba ou Laurent, il y a un commentaire ou une question sur laquelle vous voudriez rebondir en particulier pour conclure? Oui, allez-y, oui. Oui, je vais un peu rebondir sur la question de niveau d'éducation, d'agents communautaires pour le cas de Madagascar et la médecine traditionnelle, mais je vais essayer d'être très courte dans mes réponses. Bon, pour ce qui est du niveau d'éducation, bien sûr, il y a de nombreuses études et ont montré que le niveau d'éducation impacte l'accès aux soins, parce qu'il y a par exemple des études qui ont montré que quand le niveau d'éducation du chef de ménage est faible, ce ménage-là va préférer l'automédication. Et il y a aussi d'autres études qui prouvent le contraire, que plus le niveau d'éducation est élevé, la personne se croit capable de trouver les moyens nécessaires pour recourir aux soins, donc l'automédication va augmenter. Pour ce qui est des agents communautaires, concernant le cas de Madagascar, il s'agit de bénévoles. Ils ne sont donc pas salariés. En fait, c'est ce qui limite un peu la prise en charge communautaire pour ce qui est du cas de Madagascar, parce que
comme ils sont bénévoles, ils ne reçoivent pas de rémunération et doivent, d'un autre côté, effectuer des activités génératrices de revenus. Donc, du fait de cela, la prise en charge communautaire connaît des limites. Enfin, en matière concernant la médecine traditionnelle et l'accès aux soins, bon, à Madagascar, actuellement, depuis une quinzaine d'années environ, le gouvernement a engagé des réformes visant à réglementer les pratiques de soins non conventionnels. Et bien sûr, on peut intégrer cela dans le système de soins officiel, mais à condition que les pratiques de soins conditionnels soient vraiment encadrées. Merci beaucoup, Maëlys. Merci. Laurent, vous vouliez… Oui, peut-être très rapidement, parce qu'il y a plusieurs questions sur la relation entre les soignants et les soignés. Évidemment, c'est un gros sujet, donc on ne va pas revenir sur les déterminants. Simplement, nous, en tant que chercheurs, on souhaite vraiment avoir une analyse balancée, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de jeter la pierre aux soignants. Hein. Si parfois ils se comportent mal ou ils font état de violence physique ou verbale, c'est parce qu'ils ont des difficultés. Ce n'est pas pour les excuser, c'est pour expliquer. Hein. Et que donc, il y a vraiment un travail, c'est ce que j'évoquais un petit peu, sur la formation des soignants, dont certains désapprennent leur métier, la formation à la déontologie professionnelle, à l'éthique médicale, etc. Et puis surtout, ça dit des choses sur l'image qu'ils ont de leur travail, une forme peut-être un sentiment de déconsidération qui peut générer des comportements condamnables. En tout cas, il faut les comprendre avant de les condamner naturellement. Merci, Laurent. Samba. Oui, effectivement, je voudrais juste revenir sur est-ce que les relais, par exemple, les agents de santé communautaire sont payés ou c'est des salariés? Bon, en fait, d'abord, chez nous, il y a les agents de santé communautaire, il y a les relais communautaires, il y a les deux entités, en fait. Les relais communautaires sont pratiquement dans tous les villages et c'est des gens de la communauté et c'est du bénévolat, mais en contrepartie, à la fin des saisons, par exemple des pluies, il y a des ménages qui s'associent pour leur donner un sac de mil. Au niveau aussi des CSCOM, souvent, ils ont un tarif forfaitaire qui leur est donné. Par exemple, quand ils viennent en consultation, ils ne payent pas les tickets de consultation. Donc ça, c'est des faveurs qui sont accordées aux relais communautaires parce que c'est des gens c'est du bénévolat. Mais il y a des critères. Il faut que la personne soit vraiment engagée dans les activités communautaires, qui s'occupe vraiment des activités communautaires et qui est assez impartial envers toutes les communautés. Mais au-delà, il y a des agents de santé communautaire qui ont un niveau d'éducation un peu relativement élevé par rapport aux relais communautaires. Et effectivement, le Mali est en train d'aller dans ce sens. Il y a un conseil des ministres récemment qui veut vraiment prendre en charge en fait les relais communautaires et les agents de santé communautaire. Mais comment, avec quels critères, avec quel type de rémunération, ça c'est des discussions qui sont en cours. Parce que c'est des gens qui sont extrêmement importants dans le but de la prévention et de la sensibilisation. Vous savez, nous, c'est des pays où le plateau technique n'est pas aussi élevé que ça. Donc, il faut battre campagne au niveau de la prévention pour que les hôpitaux ne soient pas assez remplis ou le personnel technique ou bien le matériel n'y est pas. Mais avec la prévention, la sensibilisation, ça peut réduire effectivement ce flux-là. Ensuite, je voulais juste rebondir un peu sur est-ce que le niveau d'éducation peut influencer sur l'accès aux soins. Bon, c'est nuancé en fait. Quelqu'un qui a un bon niveau d'éducation, une mère par exemple qui est bien éduquée, d'accord, c'est une possibilité, c'est un atout pour elle pour prendre sa santé en charge. Mais si elle n'est pas dotée financièrement, ou par exemple la distance qui la sépare du centre de santé, donc son niveau d'éducation est piétiné en fait par cette incapacité au niveau de la famille, ou même dans la famille, dans le ménage, si le pouvoir décisionnel revient toujours au mari, même si elle a un bon niveau d'éducation, mais le poids peut-être du mari, qui tire ça dans les considérations socio-culturelles, s'il n'y a pas une sensibilisation, une compréhension à ce niveau, même si la femme elle a un bon niveau, elle a un bon moyen financier, elle est toujours piétinée en fait. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail à faire à ce niveau pour rehausser un peu en fait l'autonomisation de la femme à accéder en fait aux soins et par du coup voir aussi cette notion de genre qui est assez complexe et assez large, mais qui
mérite d'être analysée par les sciences sociales et proposer des pistes de solutions aussi aux décideurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a aussi beaucoup de publications qui ont été faites sur des sujets précis. Alors, aujourd'hui, nous, on a co-fondé la revue Alternative Humanitaire, qui est une revue francophone aussi, qui est ouverte aux praticiens comme aux chercheurs. Donc, c'est aussi l'idée de faire circuler aussi toutes les publications que vous évoquez chacun de vos différents pays sur des sujets plus précis. Donc, elle est ouverte aussi. Donc, regardez bien aussi sur leur site. C'est de l'open access aussi pour justement que ça circule. Il y avait une dernière question sur le financement de la recherche. Donc là, c'est sur la fondation. Donc là, ça va me permettre aussi peut-être de clore, parce qu'effectivement, nous, on essaye au maximum de mobiliser et de faire du plaidoyer sur le financement des sciences humaines et sociales dans nos champs d'action. Je tiens à remercier d'ailleurs le groupe AXA, le Fonds AXA pour la recherche, et puis la coopération du gouvernement princier de Monaco, qui ont soutenu certaines de ces recherches sur l'accès à la santé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment continuer à mobiliser sur les sciences humaines et sociales, parce que ces enjeux d'accès à la santé et épidémie, on en a vraiment besoin et ce n'est pas facile. Donc, en tout cas, nous, on va faire notre possible. Vincent, peut-être, je te laisse clore, on close ce panel. Oui, c'est le moment, on a largement dépassé. Donc, juste remercier tout le monde. Merci Laurent, merci Samba, merci Marie-Lise. Juste vous rappeler que l'événement a été enregistré et voilà, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de la Fondation. Et puis, je vous donne rendez-vous. Je crois qu'il y a une petite slide pour vous inviter à déjà cocher dans vos agendas le prochain instant recherche qui aura lieu en octobre prochain. Je ne sais pas si la slide va apparaître, mais voilà. On discutera plutôt de la crise migratoire en Europe. On reviendra bien sûr sur les exilés ukrainiens, mais pas seulement. Voilà, donc, voilà, si ça apparaît ou pas, mais vous serez tenu informé de toute façon de cette prochaine édition de l'Instant Recherche. Voilà, encore merci à tous. Merci à tous et merci à nos panélistes. Merci aussi, il y a des personnes dans le public aussi avec qui on a déjà travaillé, etc. On ne peut pas se voir comme dans une vraie salle, mais en tout cas, on sait que vous étiez là et c'était vraiment bien. Merci pour toutes ces questions et ce dialogue très riche. Et à très bientôt pour un futur instant recherche. Merci à tous et encore merci Samba, Laurent et puis Marie-Lise. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Le courage. Merci beaucoup. Sachant qu'on peut vraiment retrouver aussi toutes les publications sur le site de la Fondation. Bientôt, on va aussi valoriser tous les travaux comme ceux de Samba et Marie-Lise à travers des policy briefs, à travers des articles. Et on va lancer bientôt les podcasts aussi pour nos collègues francophones pour pouvoir diffuser. Contribuer à ce transfert de connaissances dont tu parlais, Laurent, à travers aussi des outils plus courts. Voilà. Juste vous mentionner, la date n'est pas la bonne, c'est le 25 octobre. Mais bon, on aura le temps de vous tenir informé de la prochaine édition. Voilà. Encore merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.